ici Stéphanie Simpson. Cette semaine, notre invité, Johan Rock. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Johan, c'est un ultra-marathonien. D'ailleurs, il court pour se rendre au travail à tous les matins et il revient à la maison en short, en t-shirt, même quand il fait moins 30, il passe même par le fleuve. Il nous raconte tout ça lors de l'entrevue. Il nous parle aussi de sa retraite qui a duré 10 mois. Il nous parle aussi de Pat Godin qui l'a incité à faire son premier 100 000. Il nous parle de comment que ses enfants le perçoivent. Il nous parle même qu'il a bu de l'alcool pendant certaines courses. Une entrevue qui donne vraiment envie d'aller courir, mais peut-être habillé. Selon nos statistiques, le mois de janvier a été le mois le plus écouté jusqu'à date. Alors, on est super content de cette progression. Continuez de nous écouter, donnez vos commentaires. Vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur iTunes, sur YouTube. Alors, aussi, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, aussi des suggestions d'invités. Alors, notre invité cette semaine, Johan Rock. Bonne semaine et bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Johan Rock. On avait un petit débat, pas un débat en fait, une conversation un matin. Comment ça se prononce? Comment on prononce l'histoire de ma vie. Merci d'être là aux machines, Johan. Plaisir. Très connu de la communauté des coureurs à Montréal, par toutes tes images, par ce que tu fais. Tu as écrit un livre qui s'appelle Ultraordinaire. Fait qu'on va parler de tout ça, de ta vie. À un moment donné, t'as pris tes distances de la course à un moment donné, à un certain moment de ta vie. T'es revenu vers tes racines, je dirais. Oui, effectivement. Fait qu'on va parler de tout ça, mais merci d'être là. Merci d'être venu. T'étais impressionnant ce matin. T'es venu habillé comme d'habitude. Pas le Il choix, fait là. moins 10, je précise. Ah, c'est rien. Moi, je suis allé courir ce matin. J'étais plus habillé que ça, je te confirme. Ah, ouais. Moi aussi. Tant qu'on bouge, ça va. Là. Et merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci. Pour les gens qui te connaissent pas, parle-nous un petit peu de toi. Où est-ce que je pourrais commencer? Bon, au niveau course à pied, on va commencer pour tout ce qui touche la course. Ça fait à peu près 15 ans que je cours. Puis j'ai commencé un petit peu comme tout le monde, donc au début de la trentaine. Donc je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, un sport. Puis j'en avais essayé plein dans ma vie. Puis c'est pas qu'il me plaisait pas, mais en général, au bout de 3 mois, j'arrêtais. Donc très enthousiaste au début, puis très rapidement, c'est comme finalement ce soir-là, je préférais faire autre chose que d'aller m'entraîner. Puis donc j'ai essayé l'aïkido, le squash, le tennis, le golf, l'athlétisme, multi-échec. Pas vraiment, je me suis jamais rendu à très très fonctionnel dans aucun de ces sports-là. Donc pendant longtemps, je faisais plus grand-chose parce qu'il y avait rien que j'arrivais à maintenir dans mon horaire. Et puis, quand même, arrivé à début trentaine, comme tout le monde, je me dis, bon, il faut vraiment que je fasse attention avant que ça dégénère. Puis, je savais que j'avais aimé courir dans le passé, j'avais essayé plusieurs fois, puis arrêté plusieurs fois, comme tous les autres sports. Mais je me suis dit, bon, au moins ça coûte pas grand-chose, il n'y a pas d'horaire, il n'y a personne. C'est-à-dire, j'y vais si je veux, puis si je veux pas y aller, au moins, j'ai pas payé pour. Puis, donc, j'y suis allé. Puis, 15 ans plus tard, je suis encore en train de courir. Donc, je pense que là, j'ai trouvé ce qui me plaisait. Puis, pour la course à pied, j'ai commencé comme tout le monde parce que je m'entraînais 2-3 fois par semaine quand j'avais le courage. Donc, au-delà, c'était pas vraiment... c'était un petit peu trop. Puis, ma première course, c'était un gros 2 km avant de m'effondrer sur le bord du chemin puis d'avoir envie de vomir. Donc, je partais de loin. Puis, comme tout le monde aussi, quand on commence à courir, on s'améliore vraiment super vite. Ouais. Donc, ça, c'est très encourageant. Donc là, moi, la manière dont j'y allais, c'est je repérais. Donc, j'allais sur le Mont-Royal, puis, sur le Mont-Royal, au pied du Mont-Royal. Puis, à chaque fois, j'essayais d'aller du genre 500 mètres plus loin. Donc, puis, à force de faire 2 km, 2 km et demi, 3 km, on arrive à 10 km. Donc, c'est 10 km, finalement, c'est pas si mal. Et puis, j'ai continué. Puis là, ça m'a donné l'idée. Quand tu arrives à 10-15 km, tu te dis, un demi-marathon. Peut-être, pourquoi pas. Donc, je me suis inscrit à un demi-marathon. C'était celui de Montréal en septembre, puis j'y suis pas allé parce que j'avais un rhume. Puis je me suis dit, je peux pas courir avec un rhume. Donc j'y suis pas allé. Puis là, j'ai quasiment arrêté la course à pied à ce moment-là, à nouveau en 2005, je veux dire. 2005, parce que j'avais un rhume. Puis là, l'hiver arrivait, puis je peux pas courir l'hiver. Toutes les raisons étaient là. Ouais, c'est la meilleure Oui, raison. donc, c'est-à-dire, peu importe ce qu'il y avait, c'est comme, non, je peux pas courir parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce que j'ai un rhume, etc. Le journal etc. était en retard ce matin. Oui, n'importe quoi. Donc, toutes les excuses étaient bonnes.
Mais ça avait quand même planté une petite graine à l'intérieur de moi. C'est comme, ouais, mais c'était bien de courir, puis il faudrait que je m'y remette. Donc plutôt que d'attendre 10 ans avant de m'y remettre, dès le printemps ou l'été suivant, je m'y suis remis. Donc là, en 2006, je m'y suis remis, puis je pense qu'à part les 10 mois dont on parlera où je me suis arrêté de courir parce que j'en avais ras-le-bol, je pense que c'est la seule période où, depuis 2006, je cours en continu, à peu près. Mais là, j'ai repris encore à 2-3 fois par semaine comme avant. Sauf que là, je me suis inscrit au demi-marathon, puis je l'ai terminé. Pas de rhume cette fois-là. Non, pas de rhume. Peut-être qu'il y en avait un, mais là, ça comptait moins. Et donc, j'ai terminé le demi-marathon. Et puis, évidemment, encore une fois, comme tout le monde. Donc là, c'était celui de Montréal. Puis en venant, j'habitais sur le plateau à ce moment-là. Donc en revenant sur le plateau, c'était la côte de Berry. Donc, moi, je reprends le métro pour revenir. Puis là, près de Berry, là, je vais à pied. Puis là, je vois les marathoniens qui montent la côte de Berry. Je me dis, ils sont malades. Moi, j'ai fait 21 km, puis je suis mort. Et donc, 42 km, n'importe quoi. Donc, au mois de mai suivant, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit à un marathon. Donc, ça, c'est la même histoire pour à peu près n'importe qui, là. Mais donc, j'y ai pas échappé. Je suis passé par les mêmes syndromes que je le ferai jamais. Donc, finalement, 6 mois plus tard, je m'inscris, puis etc., etc. Donc, le premier marathon, je me suis inscrit sur un coup de tête avec un ami, donc un collègue. Donc, on courait tous les deux. Il avait jamais fait de marathon. Moi, ça commençait à me dire, pourquoi pas, après tout. Si j'ai fait 21, je peux faire le double, peut-être. Donc, c'était à l'époque où on pouvait s'inscrire au marathon d'Ottawa quasiment au dernier moment. Là, je pense que c'est un petit peu plus difficile. Donc, 3 semaines avant, on s'est inscrit, go. Sauf que j'avais couru maximum 20-25 km, la plus longue distance dans ma vie. Donc là, dans les quelques semaines avant, j'ai fait 20, 25, 30, 35. Juste pour voir ce que ça faisait. Ça fait mal. Donc, puis on est donc allé à Ottawa. Puis là, j'ai fini mon premier marathon en 3h14. Je me suis dit, c'est cool. Donc finalement, je pense que je suis fait pour une longue distance. Donc c'est là où le déclic s'est fait, où vraiment, comme plus c'était long, finalement, quasiment mieux ça se passait. Jusqu'au marathon suivant, 6 mois plus tard, où là j'ai refait Montréal, puis là c'était la catastrophe. Donc c'était la chance du débutant le premier, puis le deuxième, je me suis entraîné, j'ai suivi un programme, ça s'est jamais aussi mal passé de ma vie. Donc là j'ai souffert comme c'est pas possible. Donc je me suis dit, ok, finalement les longues distances, va falloir apprendre à maîtriser ça, c'est pas aussi simple. Et puis d'un marathon à l'autre, à un moment, j'ai fini par comprendre à peu près comment ça marchait. Donc jusqu'à découvrir qu'il existait des ultra-marathons. Donc puis là, même réaction en lisant que ça existait, c'est comme ces gens-là sont fous. C'est comme 42 km déjà, ça fait assez mal, donc pourquoi en courir plus? Mais une fois que tu sais que ça existe, tu te dis, faudrait que je teste. Donc, premier essai sur ultramarathon. Encore une fois, vous allez voir, il y a un pattern là-dedans en bon français. Là. Très mal renseigné. Les ultramarathons au Québec. Mais dans ce temps-là aussi, c'était pas très connu. Il y en avait presque. Il y en avait pas très connu, effectivement. Au Québec, le seul qui existait, si je me trompe pas, c'était l'Ultimate XC, qui était pas à Saint-Donat encore, mais à Tremblant. À ce moment-là, c'était le seul qui existait. Puis c'était 58 km, 55, 58, en fait 60. En tout cas, la distance n'a jamais été trop officielle. Non, c'était un 50. Officiellement, c'était un 50, mais en fait, c'était 58. De toute façon, moi, ça changeait rien parce que j'étais pas du tout renseigné. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je me suis inscrit là-dedans uniquement parce que c'était plus long qu'un marathon. Le fait que ce soit en montagne, dans des sentiers de raquettes, qu'on court dans l'eau, ça, j'avais pas fait attention. J'avais pas remarqué. Détail, pour moi, c'est plus que 42. Parfait, j'y vais. Donc j'y suis allé, et puis on monte et on descend de Mont-Tremblant comme à répétition, donc sur les pires sentiers possibles, parce que Dan Desrosiers qui organise ça, il rend pas les choses faciles. Puis moi qui n'avais fait que de la course sur route dans ma vie, j'étais absolument frustré et fâché, parce que pour moi c'était pas de la course. Parce que la plupart du temps, tu peux pas courir. Hein. T'as des branches jusqu'aux genoux, puis tu cours dans une rivière, puis ça monte, puis t'es obligé de descendre sur les fesses dans la boue. Donc, c'est pas de la course. Donc, j'ai abandonné. J'ai pris un raccourci. À un moment, on pouvait, si on était blessé, ou si, comme moi, on en avait marre, on pouvait juste couper tout droit, descendre. Et donc, j'ai arrêté pour aucune bonne raison, parce que j'étais super en forme, ça allait super bien. Quand je suis descendu du haut du Mont-Tremblant pour abandonner, je suis descendu super vite, ça allait vraiment bien pour abandonner. Donc, là, j'étais fâché. Il y a un collègue, un autre, pas sûr avec qui j'avais couru le marathon, un autre collègue qui s'en souvient sûrement encore maintenant. Donc ça, c'était en 2009, ça va faire 10 ans. Je pense que j'ai dû
me plaindre au travail pendant 3 jours après cette course-là que c'était de la merde, que c'était n'importe quoi, que j'y remettrais plus jamais les pieds, que le trail c'était pas de la course, pour y retourner l'année d'après, évidemment. Puis depuis, j'ai jamais refait de course sur route, donc je suis pas très fiable dans mes opinions. Donc je suis retourné à l'Ultimate XC l'année d'après en 2010. Là, je l'ai terminé. Puis j'ai adoré ça parce que je savais à quoi m'attendre. Ouais. Et puis, donc après, de fil en aiguille, une longue histoire, mais bon, c'est un ultra-marathon. 58 km, ça s'est bien passé. Donc, qu'est-ce qui existe de plus? 80, puis 160, puis etc. Donc là, j'ai vraiment pris goût au trail, déjà, pour commencer. Donc, une discipline différente de la course sur route. Donc, si vous le savez pas, moi, je l'ai appris à la dure. Maintenant, vous êtes au courant. Et puis, les ultramarathons, 58 km, c'est un bon hors-d'œuvre. Mais l'année d'après, je me souviens plus trop des dates, mais l'année d'après, j'ai essayé un 80. Donc presque le double, puis ça s'est bien passé. Donc je me dis, bon, maintenant que je suis à 80, je vais essayer la distance reine des ultramarathons, donc celle qu'on considère comme vraiment la plus longue distance raisonnable, 160 km, donc les 100 000. J'ai essayé, je me suis planté. Donc là, je me suis dit, ok, c'est trop long, j'essaierai plus jamais ça. Vous connaissez la suite. Donc je me suis réinscrit la fois d'après. Puis... quand j'ai arrêté cette course-là, encore une fois, si je l'ai abandonné, puis ça a été également quelque chose qui est revenu systématiquement dans tous les ultramarathons que j'ai abandonnés, parce que j'en ai abandonné 1 sur 2 au début. Tous ceux que j'ai abandonnés, je les ai abandonnés en pleine forme. C'est uniquement parce que pas je m'ennuyais, mais comme soit j'étais fâché, soit les conditions étaient pas les bonnes, ou je m'amusais pas, ou peu importe. Donc ce qui est arrivé, donc au premier 100 000 que j'ai essayé, les conditions étaient pourries, il pleuvait, il y avait de la boue, puis c'était un double aller-retour qu'on faisait. Donc 40 km dans un sens, ensuite tu reviens, tu repars, tu reviens. Il pleuvait au départ, donc tu fais le premier 40 km, ça se passe plutôt bien. Quand tu reviens, il y a plein de monde qui sont passés par là. En plus, il y avait d'autres courses plus courtes qui faisaient comme le début du parcours. Donc, première allée, ça va. Au retour, tu commences à voir que le sentier se dégrade. Puis quand tu arrives à la première partie du sentier, où là, tous les autres coureurs étaient passés, et là, c'était un champ de boue affreux. Là, je me dis, il faut que je traverse ça. Mais là, j'ai même pas fait la moitié de la course. Dès que j'aurais fait la moitié, il va falloir que je reparte dans l'autre sens, dans ce truc-là. Puis après, une nuit blanche, le lendemain, il va falloir que je revienne dans ce truc-là. Donc, à force d'anticiper tout ce qui m'attendait qu'elle allait être pénible, je me dis, je veux pas le faire. Donc, j'ai abandonné mon premier 100 000 là-dessus. Mais ça allait super bien. J'ai fait 70 km, pas une courbature le lendemain. Parfait. Donc, échec, mais en même temps, je me dis, j'ai pu courir 70 km. Puis ça m'a rien fait. Ça reste une bonne nouvelle. Donc, après m'être convaincu, en fait, c'est Pat Godin là, que vous avez reçu, qui m'avait revu à justement l'Ultimate XC, que là, j'avais refait l'année d'après, puis là, les conditions étaient pourries, puis là, j'avais fini en m'amusant, donc les chaussures avaient explosé, j'avais les orteils à l'air, tout allait bien, puis il m'avait vu, puis il avait dit, toi, faut que tu viennes faire un 100 000 à New York, là, à Virgil Crest. Bon, quand Pat Godin vous dit d'aller faire un 100 000, c'est comme, ok, je vais y aller. Donc, moi qui avais décidé de plus faire de 100 000 parce que j'avais essayé une fois puis j'y étais pas arrivé. Donc, je me suis dit, si on me dit d'y aller, j'y vais. Donc, c'était dans l'État de New York. Puis là, encore une fois, conditions catastrophiques. Il pleut, il fait froid, il y a de la boue, il y a du vent. J'étais pas assez équipé, donc j'étais encore comme aujourd'hui, pas de coupe-vent, rien du tout. Puis la température est passée de 25 à 15 ou 10 degrés en pleine nuit. Puis résultat, hypothermie. Donc à 10 degrés, c'est possible. Donc hypothermie en pleine nuit, les conditions, donc fallait descendre sur les fesses encore une fois, monter en s'accrochant aux arbres. Je suis resté à un moment 1 heure au bord du feu avec une couverture à me réchauffer parce que je tremblais de partout. Puis finalement, après m'être réchauffé pendant 1 heure, puis la couverture venait d'un gars qui était parti à l'hôpital parce qu'il était en hypothermie un petit peu plus sévère que moi. Donc j'avais hérité de sa couverture, donc ça m'a sauvé. Puis donc vomissement, etc. Donc là, pour une raison quelconque, je me suis dit, je peux pas abandonner là, je vais juste voir si je me réchauffe un petit peu. Et puis si je me réchauffe un peu, je vais repartir. Puis au pire, je fais 500 mètres, puis si ça va pas, j'arrête. Donc après 1 heure, je suis reparti. Puis là, j'étais pas vaillant, mais c'était pas si mal. L'avantage, c'est que c'était une piste de ski. Donc, je me suis réchauffé très très vite. Parce que ça demandait un bon effort. Puis mon seul objectif à partir de là, ça a été, je suis tellement en mauvais état que je veux juste atteindre le ravitaillement suivant, c'est tout ce qui compte.
Puis arrivé au ravitaillement suivant, on verra bien dans quel état je suis. Donc j'ai fait ça. Ravitaillement suivant, je m'asseyais, je prenais 15 minutes à boire de la soupe, à prendre un café, etc., à discuter avec les bénévoles. Puis à un moment, bon, ça va un peu mieux. 8 km de plus, 15 minutes d'arrêt. Donc ça m'a pris des heures et des heures et des heures pour terminer. Sauf que pour une raison quelconque, vu que mon objectif c'était juste le ravitaillement suivant, j'ai jamais pensé à abandonner la course au complet. J'étais juste focalisé sur, j'ai juste 8 km de plus à faire. Puis après, je m'arrête. Puis après, je fais juste 8 km de plus. Avec ça, 75% du monde a abandonné cette course. Ah ouais, hein, quand même. Ouais, donc parce que les conditions étaient vraiment pourries. Mais moi, j'étais tellement dans ma bulle à pas penser au reste juste à 8 km d'après que j'ai terminé la course, donc déjà, et j'ai terminé 3e. Ah. Non pas parce que j'ai doublé du monde, parce qu'il y en a plein qui ont abandonné. Devant moi, derrière moi, etc. Donc on était à peu près 70 à démarrer, on n'est même pas 20 à terminer, donc tout le monde a fait top 20. Formidable. Moi, j'ai fait 3e un petit peu par défaut, parce qu'il y en a plein qui se sont perdus, qui ont abandonné. Il y en a un autre qui est parti en hypothermie, apparemment, qui était très très loin, plusieurs heures devant moi. Puis même celui qui a fini premier a fini 5 ou 6 heures devant moi, donc c'était pas exactement une course très très serrée, mais j'ai terminé, et donc il y a une sorte de... J'ai appris que dans les ultras, il y a comme un bonus. Si tu termines la course, t'as de bonnes chances d'être bien classé. Ouais. Parce que il y a quand même un taux d'abandon Il peut arriver qui est non n'importe quoi. négligeable. Ouais. Puis, donc là, j'ai vraiment appris sur cet ultra où les conditions étaient lamentables. Je me suis jamais senti aussi mal, mais que j'ai quand même terminé, que c'est la tête qui contrôle tout. C'est-à-dire, toutes les courses que j'ai abandonnées, physiquement, ça allait bien, mais la tête a lâché. Celle-ci, physiquement, je me suis jamais mis dans ces états-là depuis longtemps. Pas tout à fait vrai. Mais celle-ci, je l'ai pas abandonnée. Donc c'est là où j'ai découvert que les ultras, c'est une autre dimension, puis ça permet d'aller explorer des choses que tu peux pas explorer au quotidien, comme l'hypothermie. Je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Bref, donc c'était là j'ai vraiment été accroché aux ultras, puis je me dis ok, c'est vraiment une expérience, une aventure. Donc c'est pas vraiment une course parce que tu fais juste ce que tu peux pour terminer. Oui, c'est vraiment une course, c'est pas une compétition. C'est ce que j'aime aussi dans les ultras, c'est que là-dessus, tu cours pas après personne. Là. Ouais. Tu veux juste le finir. Ouais, la performance, c'est vraiment déjà de se préparer à l'ultra. Ouais. Parce que souvent, on me demande combien de temps il faudrait que je cours avant de pouvoir faire un ultra. Parce que donne-toi au moins 2-3 ans de course quasiment quotidienne, sans jamais te blesser. Juste pour que le corps soit habitué. Donc, c'est juste le temps de se rendre là, c'est déjà une performance. Puis ensuite, de faire la course, là, c'est un bonus. Mais de s'imposer cette discipline, donc, est nécessaire à l'ultra. Puis ça donne comme un cadre un petit peu à ta vie. Ouais. Qu'est-ce que l'ultramarathon? Parce qu'on en parle, tu sais, dans la plupart du monde à qui on parle, que ça existe un ultramarathon, que ça se fait. Je pense qu'ils comprennent pas vraiment ce que tu retires de ça personnellement, parce que c'est plus grand que... Il y a un marathon, c'est correct, mais quand tu fais un ultramarathon, c'est spécial, c'est un peu... Parce que tu finis une course d'ultramarathon, puis dans les cours, je suis allé en faire, il n'y a personne à l'arrivée. Là. C'est un no-man's land. C'est comme, tu finis la course, oui, mais c'est une bonne métaphore de la vie en général, parce que ta vie, c'est toi. Tu vas aller au bout du chemin, c'est toi, puis tes forces, puis tes faiblesses rendues là. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi à travers les ultras? Grande capacité d'adaptation, parce que ce que j'aimais pas trop dans la course sur route finalement, même si j'en ai fait beaucoup au début, c'est toute la partie entraînement qui est très régimentée, très structurée. Puis même quand tu fais un marathon, j'en ai refait un il y a quelques années là pendant mes ultramarathons. Puis tu regardes ta montre tout le temps, puis tout est bien cadré, chronométré, etc. Un ultramarathon, tu peux essayer de faire tout ça, et ça marchera genre très rapidement. Tu peux prendre tout ça puis le mettre à la poubelle, ça n'a aucun sens. Ouais. Donc, t'as beau faire tous les plans, justement, à Saint-Donat, à un moment, j'avais fait un plan, j'avais regardé le dénivelé, puis telle montagne, puis etc., pour me faire dire, finalement, par Dan Desrosiers, que, mais le parcours, je l'ai changé depuis le plan, là. Voilà. Donc, c'est juste... Tous les calculs. En fait, ça sert à rien, parce que, il y en a qui aiment bien regarder le trajet, mais honnêtement, là, au bout de 15 heures, là, quand ça fait 15 heures que tu cours... Et toutes les plans, ils s'en vont aux poubelles. Là. C'est-à-dire, tout ce à quoi tu as pu penser est parti à la poubelle au moins 4 fois depuis. Puis il faut que tu t'adaptes à des choses un peu comme ce que j'avais vécu, donc l'hypothermie à New York. Les facteurs, comment est-ce que tu peux te préparer à ça? Tu peux juste te préparer. Tout ce que tu sais, c'est qu'il y a des choses qui te sont jamais arrivées, qui vont arriver. Ouais. Et à chaque course, ça va pas manquer. Toujours des trucs nouveaux. Puis là, il faut que tu apprennes à gérer ça
sur le coup. Comme tu meurs de faim, tu meurs de soif, t'as mal aux pieds, t'as des ampoules gigantesques, tu meurs d'hypothermie, ton sac lâche, t'as des problèmes de lacets, peu importe. Ouais. Il faut que tu trouves une solution pour pouvoir continuer. La solution, des fois, implique de s'arrêter 2 heures pour dormir. Des fois, ça s'implique, je vais manger. Des fois, je vais faire une longue pause. Des fois, je vais juste me débarrasser de ce matériel-là. D'ailleurs, ça peut être plein de trucs inédits. Ça peut être emprunter du matériel à quelqu'un, voler une couverture à quelqu'un qui part à l'hôpital, peu importe. Mais tous ces trucs-là, c'est un petit peu... Faut que tu improvises sur le coup, faut que tu trouves une solution pour... ce qu'il faut, c'est passer à la ligne d'arrivée. Après, la méthode pour y arriver, c'est comme t'apprendre tes expériences, puis après, t'improvises beaucoup sur place. Ça va beaucoup exposer ta capacité de t'adapter puis trouver des solutions à un peu tout. Parce que quand tu fais un ultra, comme tu disais, on disait tantôt, les plans, là, souvent, tu vas dire... À la fin, t'es rendu, je vais courir 1 minute, puis je vais marcher 1 minute, là, puis ça dure pas longtemps, souvent, ce plan-là, parce que t'es même plus capable de courir pendant une période de temps. Fait que les ultras, c'est une belle métaphore, puis une bonne métaphore de la vie en général. Puis moi, c'est ce que ça m'a appris, c'est que ça te met face à toi-même. Ça te met vraiment face à toi-même, puis c'est ce que je dis aux gens, si tu vas faire un ultramarathon, l'expérience de le faire physiquement est intéressante, mais c'est pas là que ça va jouer beaucoup. C'est beaucoup sur le plan mental, tu sais, parce que les plans d'entraînement, c'est ce que j'aime de l'ultra, c'est que, comme tu sais, faire un marathon, t'as un plan. Puis si tu veux faire ton temps, t'es mieux de faire ton plan. Ça aide un peu. Mais si tu fais de l'ultra, fais ce que tu as à faire, mais tu n'es pas obligé de faire exactement tout ce que tu dois faire. Parce que la journée de la course va être différente. En plus, moi, ce que j'avais remarqué, c'est d'un ultra à l'autre, donc même à quelques mois d'intervalle, quelque chose que je pensais, que j'avais découvert qui avait l'air de fonctionner pendant un ultra. Donc j'essaie évidemment de le répéter au suivant. Là, ça marche plus. Donc encore une fois, il faut s'adapter. Là, moi, je me rappelle, c'était les soupes m'avaient sauvé quand j'avais fait l'UTMB, le Tour du Mont Blanc. Donc là, vraiment, ça commençait à aller mal. Puis là, je suis tombé dans les soupes. Puis là, ça m'a redonné. Donc c'était formidable, etc. Puis quelques semaines après, je faisais Québec-Montréal. Donc là, j'avais dit à ceux qui m'accompagnaient, je veux des soupes. Des soupes, c'était génial. Il y a quelques semaines, génial. Ça a pas raté. Les premières que j'ai mangées, je les ai vomies. Donc c'est comme, ok, des soupes. Aujourd'hui, ça marche pas. Donc alors que ça avait sauvé ma course, là, c'était en train de la détruire. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu peux même pas faire un plan sur un truc aussi simple qu'une soupe, là? Donc, ok, on va trouver autre chose. Le corps veut autre chose cette journée-là. Mais ton corps te le dit souvent. Moi, quand je cours des longues courses, mon corps me dit c'est ça que t'as envie. Toi, tu veux des cheeseburgers. Des fois, c'est n'importe quoi, là. J'ai découvert pendant les ultras, ce qui est impossible à décrire. Donc, encore, pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est encore plus étrange. Tu sais, quand t'as soif, tu sais que t'as soif. Quand t'as faim, tu sais que t'as faim. Quand tu fais un ultra, à un moment, tu sais que t'as faim, mais tu veux du gras, ou tu veux du sucré, ou tu veux du salé. Et c'est dans des sensations de faim totalement différentes. C'est impossible à décrire, mais t'arrives devant une table, puis tu sais que ça non, je veux ça, et pas autre chose. Puis des fois, c'est des drôles de mix. C'est très instinctif. C'est parce que ton corps va dire, moi, ça, j'en veux pas, mais ça, j'en veux. Alors que t'arrives à une journée normale, puis tu vas prendre un peu de tout parce que t'aimes un petit peu tout ce qui est là. Ça me rappelle une anecdote parce que justement, ceux qui ont un plan, en général, vont dire, à tel ravitaillement, je vais manger telle sorte de choses. Puis bon, ils vont sûrement creuser leur propre tombe parce que c'est pas ça dont ils ont besoin à ce moment-là, mais ils écoutent pas leur corps. Puis justement, c'était, je pense à Virgil Crest. J'avais vu, il y en a, ils prennent des gels toutes les 20 minutes. Imagine un ultra, là. Comme un marathon, c'est déjà intense. Mais donc, il y en a un, il avait mis sa montre qui sonnait toutes les 20 minutes, une alarme, pour lui rappeler de prendre son gel. Mais calcule le nombre de gels toutes les 20 minutes si tu vas courir 30 heures. Comme c'est trop. Donc, il peut pas tout transporter sur lui. Donc, il en laisse aux différents ravitaillements. Et donc, entre chaque ravitaillement, il calcule exactement combien de gel il va avoir besoin entre tel ravito et le suivant. Mais à un moment, il commence à être fatigué, puis perdre un peu le contrôle de ses mouvements. Puis là, moi, je le voyais, la montre sonne. D'un coup, il cherche son gel dans la poche arrière, puis là, il en prend un, mais il y en a 2 qui tombent. Donc là, ça veut dire qu'il va manquer de 2 gels. Pendant la dernière heure avant le ravitaillement, il va manquer de 2 gels. Donc là, imagine l'effet que ça va faire, que tout son plan bien cadré explose à 1 heure du ravitaillement suivant. À un moment, il va fouiller dans ses poches. Plus de gel. Donc là, c'est comme il va être obligé d'improviser. Il y a de bonnes chances pour que quelqu'un qui est aussi strict comme ça pendant un ultra abandonne. Parce que c'est comme le moindre truc, ça, il se rajoute comme un stress supplémentaire. Et puis là, en plus, avec les pics de sucre, etc., c'est sûr qu'il va se sentir très mal. Mais il y a de bonnes chances pour qu'il abandonne parce que j'ai perdu mes gels puis je pouvais pas continuer. C'est comme, t'es sérieux, là? Comme, t'es parti pour 40 heures de course, c'est comme, c'est rien des gels, là. C'est comme, ton corps,
Il a d'autres réserves, normalement, en tout cas, j'espère. On a fait un 12 heures à Shawinigan, nous autres, puis un moment donné, j'avais faim. J'ai mon cellulaire, je courais, puis j'ai appelé, il y avait une cantine pas loin. J'ai commandé 2 cheeseburgers puis 2 frites, fait que ça, on est parti sur le temps. On a mangé ça après 6 heures, les deux. J'avais envie de manger du solide, j'étais tanné de manger des gars. Mais pas ta faim, là, mon nom. Faut que tu manges. Ouais, oui et non, mais... J'ai mangé de la tarte à citrouille en Arizona aussi. Ouais, moi en général je prends de la bière ou de l'alcool là pour me changer les idées dans les ultras. Ah ouais? Ouais. On m'a offert ou souvent je réclame de la bière, puis les gens sont étonnés, c'est comme mais comme après le Coke, le Pepsi puis le Ginger Ale là, et comme il faut autre chose là. Donc c'est trop sucré à un moment donné. C'est trop là, puis donc la bière, c'est frais, c'est pétillant, mais c'est pas sucré, parce que comme c'est une bière légère, ça va. Mais on m'a déjà proposé aussi, ça c'était Ça gèle un peu le mal aussi. Ouais, c'était à Massanutten, donc en Virginie. Puis là, à un moment, ils étaient 3 bénévoles perdus en haut d'une montagne en plein milieu de la nuit. Eux, ils s'emmerdaient parce qu'ils voient comme 3 coureurs dans la nuit, puis sinon ils sont dans la brume, puis ils attendent. Donc ils avaient amené du bourbon. Puis là, t'arrives, puis là, un coureur, ils sont contents, puis donc ça leur change un petit peu les idées, à force, au lieu de parler les 3 entre eux, puis là, ils demandent Coke, Pepsi, etc., Bourbon. Bourbon. OK. Ils me servent du Bourbon, puis là, on a trinqué, puis j'ai bu mon Bourbon, puis comme ça change rien, là, c'est comme, de toute façon, t'es détruit, là. Mais j'ai pensé, moi, je dis, moi, je suis tanné, je prends une bière, je vais changer mal de place, puis... Puis à la réunion de la Diagonale des Fous, puis là à un moment tu passes souvent dans les villes puis les villages, puis là il y a les habitants qui sortent des fois une table puis qui proposent à boire. Puis là j'arrive, puis là c'est comme encore du Coke puis du Pepsi puis des trucs dans le genre. Je leur dis vous avez pas du rhum? Oui évidemment qu'on a du rhum. C'est comme t'en veux vraiment? C'est comme oui. C'est comme, là, il est reparti chez lui avec une bouteille de rhum grande comme ça. Donc puis là il m'en verse un petit peu. C'est comme c'est tout. C'est comme mais t'en veux vraiment? C'est comme oui. C'est comme là, j'ai pris 10 minutes à boire ça parce que là il y en avait vraiment trop. Mais comme au moins c'est comme de toute façon 10 minutes de plus ou de moins ça change rien. Tu discutes avec les gens et puis ça change sérieusement les idées là. Donc tu peux prendre de l'alcool pendant. C'est un ultra. Là. Parle-moi de ta période la plus noire de la course à pied. Au moment donné, t'as dis que c'est fini. T'as pris ta retraite. Ah ouais, c'est vrai, c'était une retraite. Mais vu que t'es pas constant dans tes décisions. Non, mes décisions sont pas très fiables. Ça je vous avais prévenu, hein. Donc, personne n'aurait dû y croire. La plupart de mes amis n'y ont pas cru non plus, là. Mais, oui, c'était, à la suite de la sortie de mon livre. Puis c'était, la sortie du livre, mais surtout, après 6 ultras en à peu près autant de mois. Donc, en 2015, j'avais enchaîné 6 ultras entre le mois de mai et le mois d'octobre, 6 ultras de 120 km ou plus. Puis j'avais terminé par l'UTMB, 168 km, Québec-Montréal 250 et quelques semaines après, à Diagonale des Fous, 168 km avec 10 000 mètres de dénivelé. Tout ça, puis il y en avait eu 3 autres avant, donc disons que c'était beaucoup de courses. Puis je m'étais mis ça un petit peu comme je m'étais rempli le calendrier par curiosité, en me disant, j'en avais enchaîné quelques ultras avant, mais là, je me dis, je veux voir si je suis capable d'en faire beaucoup en peu de temps. Donc, c'est une expérience. Et puis, l'idée, c'est, je vais voir si je tiens le coup, puis si j'arrive à finir les 6. Puis, je pensais honnêtement pas arriver à finir les 6, parce que j'avais déjà assez d'abandon à mon actif dans les ultras avant pour savoir que t'as beau vouloir terminer, à un moment, pour plein de raisons, ça finit par lâcher. Puis, à ma grande surprise, j'ai terminé les 6. Donc, 1, je m'y attendais pas. 2, j'étais crevé. Puis 3, je manquais d'objectifs après. Parce que je pensais, honnêtement, qu'en rentrant 1 ou 2, ça allait me donner comme la motivation. C'est comme, je vais retourner faire l'UTMB parce que je me suis planté la première fois. Je vais retourner faire la diagonale parce que je l'ai pas terminé, ce qui était fort probable. Puis là, c'est comme, mais qu'est-ce qui me reste? Donc j'ai fait les 6, puis c'est pas arrivé au bout de ce que je pouvais faire. Donc puis là ça a été comme une grosse baisse de motivation. Donc je m'étais inscrit au Tour des Géants, donc l'année d'après, donc là c'est 300 et quelques kilomètres. Mais là au niveau logistique, donc ça devenait hyper compliqué parce que c'est 4, 5, 6 jours de course. Mais faut aller en Italie, puis là c'était juste après la rentrée scolaire avec les enfants, puis ultimement je travaille aussi, donc j'ai un autre emploi. La course c'est juste un loisir, donc ça coûte cher, ça prenait du temps sur la famille, puis c'était 4, 5, 6 jours de course, puis là je me dis est-ce que j'ai vraiment besoin de me prouver que je suis capable de courir 320 ou 360 km, je sais même plus combien c'est, alors que j'ai déjà couru plus de 40 heures, parce que est-ce que j'ai besoin de ça? Puis la réponse ça a été non, j'en ai vraiment pas besoin. Donc même le Tour des Géants que je pensais qui serait comme une carotte pour me motiver pour continuer à courir, à un moment c'est comme non, j'ai même pas besoin de ça, ça m'intéresse même plus.
Donc, puis les allers-retours aussi que je faisais. Donc les allers-retours, je me suis mis à les faire parce que je manquais de temps pour m'entraîner autrement. Puis je me suis mis à faire les allers-retours en 2012. Et puis après, le moteur pour ces allers-retours-là, c'était tous les ultras que je faisais. Puis là, à un moment, c'est comme je veux plus faire d'ultra. Donc pourquoi est-ce que je courrais tous les jours si j'ai plus d'objectifs de course, puis que je m'entraîne ou que je me prépare pour rien? Donc tout ça est un petit peu tombé en même temps, plus la fatigue accumulée. Puis à un moment, du jour au lendemain, je me suis dit, ça me tente plus. Donc, puis je venais juste de m'acheter un vélo, puis j'ai pris le vélo pour aller au travail, puis j'ai découvert que c'était vraiment super rapide, puis très facile. Et puis, résultat, j'ai pas remis mes pieds dans des chaussures de course pendant 10 mois parce que ça ne me tentait absolument plus. Donc, et puis, au niveau des réseaux sociaux, parce que je l'ai pas vraiment annoncé, je savais pas quoi dire. Parce que je sais pas, j'ai plus envie de courir. Il me semble qu'il y a pas de, il y a rien à, il y a pas d'autre raison. Il y a rien à dire. C'est comme j'ai pas envie. Donc c'est comme est-ce que je vais aller écrire sur Facebook? J'ai plus envie de courir. Donc j'avais pas non plus d'explication à ça, à part que ça me prends ma tente retraite. plus. Ouais. Donc j'ai arrêté de courir, puis ça m'a fait beaucoup de bien. Puis à un moment, au bout d'une dizaine de mois, ça m'a quand même titillé un petit peu. C'est plus le vélo ton sport. Le vélo, je sais qu'il y en a qui traversent le pont Jacques-Cartier l'hiver, même quand il est fermé à vélo. Moi, ça me tente absolument pas d'essayer. Mon vélo est pas fait pour l'hiver de toute façon. Puis passer le vélo par-dessus les grilles, je trouve ça déjà assez sportif à pied, mais passer le vélo par-dessus, comme j'ai même pas envie d'essayer. Donc, résultat, le premier hiver où je ne courais pas, j'ai pris le métro. Donc, le métro, ça m'a permis de lire bien des livres, mais j'ai pas trouvé ça très amusant. Donc, avant la fin de l'hiver, avant que le pont rouvre, où là, je comptais reprendre mon vélo, je me suis dit, je suis tanné du métro, là, je reprends plus ma passe au mois de mars. Puis, qu'est-ce qui me reste comme option? Je suis retombé sur mes vieilles habitudes. J'ai des chaussures, je connais le chemin, je sais comment ça marche. Donc, j'y suis allé en courant. Après 10 mois d'arrêt, c'est aussi désagréable que tu peux l'imaginer de reprendre la course. C'est désagréable au bout de 2 mois, avec 10 mois. Même après 4 jours, c'était le fun. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, peut-être que ça va être une révélation, puis je vais découvrir ce que, j'aurais jamais dû m'arrêter, c'est génial. Peut-être que j'ai idéalisé le sport dans les 10 mois, puis en me disant, ça va être génial, mais finalement, ça va être horrible. C'était un petit peu entre les deux. C'était une journée grise. Il y avait encore de la neige. C'était pas terrible. J'ai eu du mal à faire mon 10 km. J'ai eu des courbatures sévères pendant 3 jours après, normal. Et puis, mais je me suis dit, c'est pas catastrophique. Donc j'ai alterné course et vélo quand le pont a fini par rouvrir, parce que j'étais pas à ce moment-là capable de le faire 10 fois par semaine comme je le faisais avant. Donc j'avais quand même pas mal perdu. Puis graduellement, je me suis dit, quand même, là. Donc j'ai repris la course à temps plein. Puis je pense depuis décembre 2017, quand à nouveau ils ont fermé le pont pour les vélos, là c'est comme je prends plus le vélo, et puis j'ai pas remis les fesses sur un vélo depuis, puis je ne fais que de la course. Donc j'ai repris ça, mais ce qui m'a remotivé indirectement, c'est les photos. Ouais. Donc je suis retombé dans les photos. J'ai pas pris de photos quand j'ai recommencé à courir en 2017, mais à partir du début de l'an dernier, donc 2018, là, j'ai ressorti ma GoPro, puis mon téléphone, puis parce que aussi les photos j'en prenais avant, mais Pont Jacques-Cartier, Parc Jean-Drapeau, Pont Jacques-Cartier, j'avais un petit peu épuisé le sujet au niveau photographique. C'est-à-dire, je l'avais vu par tous les temps, dans toutes les conditions. Puis le type de photo que je faisais à ce moment-là, c'est je photographiais ce que je voyais. Donc là, ça a changé un petit peu de type de photo. Donc je photographiais ce que je voyais. Et puis à un moment, l'hiver est photogénique, oui, mais à un moment, c'est comme la glace, le verglas, des trucs comme ça. Je sais pas. Donc je trouvais plus vraiment de photos à prendre. Cette année, depuis 1 an, j'ai recommencé un petit peu les toutes premières photos que j'ai prises, c'était encore ce que je voyais, c'est comme rien de nouveau, c'est comme c'est exactement comme c'était il y a quelques années, très bien. Mais après, je me suis amusé pour rajouter un petit défi photographique. Mais là, je me suis dit, si je me prenais en photo, donc pas des selfies parce que ça c'est un petit peu plate, mais si je faisais des autoportraits ou si j'essayais de me mettre comme en contexte dans le paysage. Mais tout seul. Donc là, ça rajoute un défi technique. Puis ça occupe aussi mes pensées quand je cours, ça m'oblige à regarder partout. Donc il y a telle photo, j'aimerais représenter ce que je vois, mais est-ce que le coureur dans son environnement, donc plus ou moins difficile. Puis comment est-ce que je fais pour me prendre en photo, sachant que je suis tout seul, puis que ça prenne pas une éternité, parce que je suis quand même en train de courir pour aller au travail.
Puis donc ça m'a motivé bien plus que la course elle-même. Donc journée après journée, c'est comme quelle photo je pourrais prendre. Souvent, faut improviser parce que la lumière est belle à ce moment-là. Puis là, faut prendre la photo tout de suite. Mais d'autres fois, c'est comme en passant tous les jours à la même heure au même endroit, il y a des trucs, je me dis, ok, à tel moment, je sais que le soleil va être bien rasant, il y aura une ombre à ce moment-là. Donc là, je pourrais prendre telle photo. Donc il y a des photos qui sont prévues, il y en a d'autres qui sont improvisées. Mais donc il y a toujours le jeu de quelle photo je vais ramener aujourd'hui, qu'est-ce que je peux aller chercher comme image, mais avec le défi que je veux être dans l'image. Juste comme une sorte de contrainte que je m'impose parce que je trouve ça drôle, puis ça motive. Puis c'est ça qui, honnêtement, encore maintenant, me fait courir tous les jours. Cool. Aller chercher l'image. Wow. Puis maintenant, je pense que tu cours sans montre, c'est ça? Plus de temps, plus de pression. Ouais, ça faisait un bon moment que j'y pensais avant. Donc, j'ai eu la montre quasiment depuis le début. Quand je me suis mis en 2005, un ami m'avait dit, il y a des montres GPS, mais bon, c'était les blocs, là, on parle de 2005, là, c'est comme mes vieilles grosses montres. C'est longue, c'était quoi, c'était-tu Garmin? C'était une Garmin 205, un truc énorme, il m'avait prêté ça, c'est comme, waouh, c'est génial, etc. Tu passes des heures le bras en l'air. Fait que tu mets une affaire sur ton pied aussi. Là. Ah ouais, c'est vrai. Une grosse affaire sur ton pied. Ça, j'ai pas eu ça. Mais donc, j'avais la grosse Garmin, puis là, c'était vraiment cool. Puis là, j'enregistrais tout. Puis ce que j'ai bien aimé au début de la montre, c'est que ça permettait de courir n'importe où sans avoir... ça gardait ta distance automatiquement. Parce qu'avant, j'avais une feuille Excel, puis j'allais sur Google Maps, puis je faisais mes distances. Puis après, il fallait plus que je dévie de mon parcours, parce que sinon, je connaissais plus la distance que j'avais courue. Ouais. Avec une montre GPS, liberté. Donc là, la montre calculait ma distance automatiquement. Donc ça, j'ai trouvé ça génial pendant 10-12 ans. Puis à un moment, c'est comme à faire mes allers-retours, c'est toujours le même parcours, c'est comme ça sert à rien d'avoir la montre, je sais où je cours, je sais quelle distance je fais, je sais par où je passe, de toute façon je regarde plus, ça synchronise automatiquement, ça s'accumule, puis je regarde pas mes statistiques parce que ça change plus rien. Donc je l'ai porté jusqu'à ce que j'arrête de courir pendant 10 mois, là, en 2016. Puis je me suis dit, si je reprends la course, ça c'était encore un gros si à ce moment-là, si je reprends, je prendrai pas de montre. Parce que je voulais même pas comparer comme ma performance si je reprends par rapport à ce que j'avais avant. Je voulais pas savoir où j'en étais. Donc à quel point j'avais pu régresser parce que ça avait plus vraiment d'importance. Puis je voulais pas non plus que ça parte sur Strava. Puis que il recommence à courir. C'est comme je le sais pas si je recommence à courir. Je suis allé courir une fois. J'ai eu mal pendant 3 jours. Donc c'est comme je sais même pas si je reprenais la course la première fois que j'y allais. Donc si je prendrais pas de montre. Puis finalement pendant 2 semaines j'avais le réflexe. Avant de partir, drôle, hein? Ouais. De vouloir appuyer sur le bouton, c'est comme mais il y a rien. Ou même de regarder quand tu cours. Ouais, puis là, non, j'ai pas de montre. Au bout de 2 semaines après, c'est comme j'avais perdu l'habitude d'appuyer sur mon poignet qui avait pas de montre. Et puis depuis, j'ai plus de montre, j'ai plus rien. Puis ça change quoi, de toute façon. De toute façon, je m'entraîne pour rien en ce moment. J'ai aucune course, je fais juste prendre des photos. Donc j'ai pu arrêter ma montre au feu rouge, puis j'arrête plus ma montre quand je prends des photos. Puis tout ça, c'est disparu. Ma grande fascination avec ce que tu fais, c'est tu restes à Longueuil, c'est ça? Ouais. Puis pour venir, vu que le pont était fermé, tu as décidé que c'était une bonne idée de traverser sur le fleuve. Ouais. Ça me fascine. Parle-nous de ça parce que je suis sûr que ça fascine un paquet de monde aussi. Ouais, ça aussi c'est j'avais repéré que le fleuve gelait depuis un bon moment, mais j'avais jamais osé m'aventurer dessus. Donc parce que la glace, l'eau glacée, j'y connais rien. Donc je m'étais jamais aventuré sur un plan d'eau glacée avant. On me dit c'est gelé, peut-être que ça passerait, mais je le sais pas. Sauf qu'avec le pont qui était fermé, puis toujours le micro risque de se faire intercepter par la SQ, puis de se faire mettre une contravention, ça me dérangeait un petit peu. Je me dis il doit y avoir un moyen d'éviter la SQ. Quand même, mais j'avais jamais osé mettre les pieds sur le fleuve. Mais j'avais eu l'idée à peu près simultanément. J'ai eu l'idée à un moment. C'était il y a 4 ans, un hiver qui était super froid. Puis là, le fleuve était vraiment gelé, c'est-à-dire tu voyais, c'est comme ok, si c'est une année où on peut essayer, ce serait cette année-là. Puis un autre ami a eu la même idée que moi simultanément. Puis il habite aussi à Longueuil, puis il travaille au même endroit que moi également dans le centre-ville. Puis on s'est dit faut qu'on essaie, mais on va y aller à 2, juste. Au cas où, s'il se passe quelque chose, au moins on sera 2 au niveau sécurité, ce sera un petit peu mieux. La nuit d'avant, on a tous les 2 très mal dormi. Donc, tu dis que c'est une bonne idée, mais on pensait vraiment pas que c'était une si bonne idée que ça la veille. Donc, j'ai vraiment mal dormi. Donc, on s'est retrouvés le matin au bord de l'eau. Puis là, on a regardé le fleuve. C'est juste la voie maritime. Hein. C'est 100 mètres de large. C'est 100 mètres de large. Ouais. Elle est fermée par des écluses. Il y a très peu de courant. Donc,
Puis il y a plein de pêcheurs. Il y a plein de pêcheurs sur place l'hiver. Puis ils percent la glace, etc. Mais ce matin-là, il me semble que je me souviens plus s'il y avait des pêcheurs un peu plus loin. Mais en tout cas, on arrive là, puis effectivement, le fleuve a l'air d'être vraiment bien gelé, puis très solidement. On est avancé comme un pas, puis un autre pas, puis un autre pas, puis en marchant, en faisant super attention, puis ça bouge pas, il devait y avoir 1 mètre de glace, là, c'est comme ça. Ça a pas vibré du tout, mais là, on était vraiment pas tranquille, puis c'est comme, puis on arrive au bout 100 mètres, c'est comme, finalement, je pense que ça se fait bien, là. Puis depuis cette fois-ci, j'ai appris à connaître la glace. Donc on a demandé aussi aux pêcheurs justement des conseils, parce que quand ils viennent pêcher, déjà ils percent la glace, donc on peut leur demander il y a combien d'épaisseur. Puis donc en général c'est 5 pouces, 6 pouces, 10 pouces ou plus. Tu peux y aller avec un pick-up, j'en ai déjà vu des pick-up sur le fleuve. Donc comme s'il y a un pick-up qui y va, c'est correct. Ouais. Donc on se base sur les pêcheurs qui nous donnent des conseils, qui nous disent par exemple sous le pont faites attention avec les petits déchets qui peuvent tomber du pont, ça peut faire fondre la glace, ça peut être un peu moins épais à cet endroit-là. Donc eux la connaissent bien, les coureurs pas vraiment. Donc en se basant sur leur présence déjà, s'ils y sont puis qu'ils y restent toute la journée, on se dit qu'on peut traverser. Et puis en y allant quasiment tous les jours comme en ce moment, t'apprends aussi à voir comment la glace évolue. Quand avec les variations de température, avec les variations du niveau de l'eau un petit peu, la glace se soulève, retombe, ça se casse, il y a de l'eau qui passe sur les bords. Donc t'as les pieds dans l'eau, mais c'est pas parce qu'il y a pas de glace, c'est comme il y a de l'eau sur la glace, puis en dessous il y a de la glace, puis des fois il y a une bulle d'eau entre 2 couches de glace, puis là tu t'enfonces un petit peu. Mais quand tu le sais pas, les premières fois ça fait peur. Ouais. Mais le fleuve finalement, une fois que tu le connais, puis que tu sais aux endroits il y a des endroits où il y a un peu des rapides, c'est comme là, tu mets pas les pieds là-dessus, là, c'est trop instable. Mais la partie voie maritime, 100 mètres à traverser, c'est quasiment gelé jusqu'au fond, je pense, à la fin de l'hiver, quand il fait froid, il y a aucun problème. Ce qui est plus sportif, donc, c'est les berges. Parce que les berges, il y a des gros cailloux qui sont installés là pour briser les vagues quand il y a les cargos qui passent. Quand c'est recouvert de neige puis de glace, donc descendre les berges. De temps en temps, je me suis retrouvé avec de la neige jusqu'aux hanches, parce que tu tombes entre 2 cailloux, puis c'est de la grosse neige poudreuse, puis tu te retrouves, puis là, faut que tu te sortes de là. Donc c'est quasiment ça qui est le plus pénible. Surtout quand tu n'as pas de pantalon. Ouais, il y a ce détail-là. Donc c'est quasiment l'approche du fleuve qui est le plus pénible, mais on n'est pas les seuls à y aller, justement. Après, on se base sur les chemins créés par les pêcheurs, donc ils finissent par tasser la neige avec leur petit traîneau. Et puis à force, avec le trafic... Le trafic, ça finit par donner un petit tracé où aller, puis tu traverses le fleuve de l'autre côté, puis tu arrives sur l'île Notre-Dame, l'île du circuit, puis après je reprends le pont de la Concorde. Okay. C'est-tu le seul endroit qui est praticable pour traverser? Tu essayais déjà en dessous du pont, puis je regardais en passant justement hier, parce que je savais que je te rencontrais, je disais, ça se fait-tu vraiment passer près du pont pour traverser côté Montréal? Ça se fait-tu là? Côté Montréal, non. Non, hein? Côté Montréal, non. Je pense, en ce moment, là, j'ai vu... Mais je pense pas que j'y mettrais les pieds. Je pense qu'on pourrait traverser entre l'île Notre-Dame puis l'île Sainte-Hélène. Okay. Mais je m'y risquerais pas. Parce que j'ai vu, c'était il y a 1 semaine justement, c'était super beau. C'est rare que le chenal entre les 2 îles se bloque. Donc il y a plusieurs hivers, j'ai vu la voie maritime était gelée, mais là il y a beaucoup de courant parce que ça se rétrécit. Puis là je l'ai vu en direct il y a 1 semaine, c'est comme tous les blocs de glace à un moment, il y en avait beaucoup, il faisait vraiment froid. Puis à un moment ça commençait à se bloquer. Puis à un moment, ça bougeait plus. Donc, les blocs de glace étaient bloqués de bord en bord. Puis là, tous ceux qui arrivaient derrière se cognaient, puis s'accumulaient. Ouais. Là, ça faisait un bruit sourd des gros blocs de glace de plusieurs tonnes là, qui se cognaient les uns les autres, puis qui à un moment pouvaient plus avancer. Puis là, depuis, le chenal est complètement bloqué par les glaces. Ouais. Mais c'est des blocs de glace qui se sont accumulés, puis qui se sont pris ensemble. C'est pas comme sur le bord du fleuve ou la voie maritime où c'est de l'eau calme qui gèle. Donc, le chenal, je pense qu'il est bien pris, mais mettre les pieds là-dessus... Je pense que ce serait risqué. Puis après, au-delà de l'île Sainte-Hélène, oublie ça. Là. Ça gèle plus. Ça gelait il y a un siècle. Ils faisaient passer un train sur le fleuve. Ah oui, hein? Ouais. Ils faisaient une voie. Donc ils en font un petit peu aussi, je pense, sur le lac Saint-Louis, encore pour les voitures. Mais ils faisaient passer un train sur le fleuve il y a un siècle. Wow. Donc c'était cool. Ils faisaient un pont de glace. Wow. Il n'y en a plus. Dis-moi, comment, pour quelqu'un qui court beaucoup, comme toi, tu as combien d'enfants? 3. 3 enfants? Ouais. Quel âge? 7 ans, 9 ans, 11 ans. Bientôt 11 ans. Comment ils perçoivent leur père? Bonne question. Quand je m'habille comme ça, pour eux, je m'habille en travail. Moi aussi, je peux aller à l'école comme ça. Ouais. Hein? C'est sûr que je donne le mauvais exemple, là. Leur mère, de manière logique, leur dit, habillez-vous, mettez vos tuques, vos mitaines, vos manteaux, etc. Puis moi, je pars courir en short puis en t-shirt alors qu'il fait -10. Ouais.
Donc après, c'est un petit peu difficile de leur dire faites ce que votre mère dit et pas comme votre père fait. Mais bon, ils vont apprendre que si je gèle les doigts, ils mettront des mitaines la prochaine fois. Mais sinon, quand je m'habille pour aller travailler, donc en coureur, donc pour eux, je m'habille en travail. Parce que je suis pas habillé comme ça au travail, je me change, mais pour eux, quand je vais travailler, je m'habille comme ça. Parce que quand je vais pas travailler, en général, je vais pas courir. La seule occasion pour moi de courir ou seule motivation pour moi de courir, c'est de me rendre quelque part. Donc, en général, c'est au travail. Semaine, là. Non. Fait que tu sacrifies jamais de temps de famille pour la course. Non, en général, j'ai largement assez couru dans la semaine, donc ça me tente plus. Quand j'en ai déjà fait 100, généralement, j'ai envie de m'arrêter. Puis, il y a également, là, maintenant, ils sont assez grands ils reviennent du service de garde tout seuls. Mais avant, quand j'allais les chercher à l'école, donc au service de garde, quand il fait moins 15, moins 20, puis que t'arrives, puis que t'es couvert de gifles, puis de glace, puis etc., puis que t'arrives, donc les autres parents, normalement, arrivent à peu près tous en voiture ou à pied. Là, il y a un bonhomme de neige qui arrive. C'est l'époque où la Reine des Neiges est aussi. Donc là, j'arrive, tous les enfants me regardent avec des gros yeux parce que je suis tout blanc, couvert de glace, puis de neige, puis ils me regardent comme ça, puis là, c'est le papa d'Aurélie, Maëlle et Aimé. Donc les autres parents aussi me regardent un petit peu de travers parce que c'est qui lui? Mais ils me voient sur le pont le matin après avoir déposé leurs enfants, ils me voient courir, donc ils commencent à avoir une idée. Mais disons que ça m'arrive, je vais à l'école, puis là je croise des enfants qui repartent, puis ils me disent salut Johan. Ok, bon, ils m'ont repéré, moi je sais pas comment ils s'appellent, mais ils savent qui je suis, parce que bon, évidemment, je détonne un petit peu dans la routine des autres parents. Mais pour mes enfants, pour l'instant ça va, ils ont pas encore trop honte de moi, ça va venir, j'imagine. Mais pour eux, c'est à peu près normal. La part des autres parents, justement, comment est-ce qu'eux voient ça? C'est plutôt une fascination, une admiration par ce que tu fais, ou c'est un peu de tout? La plupart maintenant on se connaît, on a fini par se croiser, mais c'était il y a plusieurs années quand mes enfants ont commencé à aller à l'école. Donc avant ils étaient une garderie comme tout le monde, et puis là je courais déjà, je faisais déjà mes allers-retours. Puis donc là quand ils ont commencé à aller à l'école, j'ai commencé à croiser d'autres parents d'élèves, puis qui là à un moment me regardent, me disent mais est-ce que c'est toi qu'on voit courir sur le pont? Donc parce que là ils me voyaient juste sur le pont quand ils allaient travailler, c'est comme ouais. Puis là ils regardaient mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on dirait que tu cours tout le temps. Je vais travailler. Et là, ça a été pour la plupart, c'était une révélation pour eux. Ils avaient jamais pensé que tu pouvais courir pour te déplacer finalement. Ouais. C'est comme, je fais comme vous. C'est comme vous prenez la voiture, il y en a qui prennent le métro, il y en a qui prennent le bus. Mais moi, je cours, mais après, je me change, je travaille, puis le soir, je reviens. Mais pour eux, entre le matin puis le soir, je courais tout le temps. Toute la journée. Je courais tout le temps, puis là ils me voient courir le matin, ils me voient courir le soir, entre les deux, mais pour eux j'ai pas arrêté. C'est comme non, je vais juste travailler. Donc ça a été ok, donc là tout d'un coup tout s'expliquait dans leur tête, c'est comme ok, maintenant on comprend pourquoi on te voit matin et soir. Puis là, ils avaient pu me poser la question en me croisant, donc quand j'allais récupérer mes enfants, donc ça a été plus clair. Puis depuis, là maintenant ils me connaissent. Puis il y en a plein qui me disent je t'ai vu sur le pont. Oui, je sais, je suis tous les jours. On est à peu près à la même heure, normal. Donc on a la même routine, mais dans deux univers parallèles différents. Donc mais la plupart, ils trouvent ça drôle. Donc ils trouvent ça courageux, j'imagine. Moi, je trouve ça courageux de leur part de se taper le trafic tous les matins. Mais... ça doit prendre le même temps. Oui, ça prend le même temps, mais quand le pont Jacques-Cartier est complètement bloqué, puis que moi j'avance quand même, pas vite là, 12 km/h, mais c'est mieux que zéro. Ouais. Donc moi je préfère être. C'est du temps perdu, je veux pas en auto. Mm-hmm. Il y a des types de personnalités qui veulent juste avancer, peu importe. Moi je suis comme ça. Fait que tu mets ça mon auto à attendre à quelque part. Je pourrais des fois sortir de chose, écoute, je vais continuer. Moi, juste marcher. Moi, marcher, ça va aller plus rapide. Ça me rappelle. Si ma voiture reste dans le trafic, à un moment donné, c'est à cause de ça. Je suis juste tanné, je sors. C'est trop genre ça. Ça me rappelle, il y a quelques années, sur le pont Jacques-Cartier, justement, il était complètement bloqué. Il devait y avoir un accident ou quelque chose. Puis il était comme bloqué, là. C'était pas du trafic, c'était comme mort. Il y avait une voiture de police qui voulait traverser. Donc il y avait gyrophare, sirène. Puis il avançait pas, c'était bloqué. Puis moi, je courais. Puis j'avais envie de lui dire, descends de ta voiture. Cours jusqu'au bout du pont, tu vas y arriver avant plutôt que c'est bloqué, c'est 5 voies avec 2 murets de béton de chaque côté. Ça va avoir tes gyrophares puis tes sirènes. Tu veux qu'il y ait où le monde? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme sors de ta voiture. Donc j'allais plus vite qu'une voiture de police avec gyrophare et sirène. C'est aberrant là, mais bon. Wow. Écoute, c'est pas mal inspirant ce que tu fais. Puis je pense que à travers tes images, tout le monde tripe pas mal. Puis moi, ça me fait un peu rêver quand tu dis que tu traverses
le pont, le fleuve, c'est-à-dire la course, parce que on est les... tous des aventuriers un peu, puis écoute, ça, c'est pas au travail, tu racontes ça au monde au travail, j'ai traversé le fleuve ce matin. Puis t'arrives en short, en plus. Tous les matins, tous les matins, en traversant le fleuve sur la glace, déjà, ça donne une autre perspective sur le pont. Puis ça fait une bonne coupure en partant ou en revenant du travail, entre la journée de travail puis la journée avec la famille. Puis c'est, comme tu disais, c'est une petite aventure. Parce que là, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable, surtout quand il fait -20. Mais au moins, tu as l'impression d'avoir accompli un petit quelque chose, un petit défi personnel, d'être arrivé au bout de ton 10 km dans des conditions pourries cette journée-là, alors que la plupart du monde sont restés confortables chez eux. Bon, t'as vécu quelque chose. Tout ça juste en mettant les pieds en dehors de chez toi, puis en allant un petit peu dehors. Donc ça c'est un petit défi, c'est pas grand-chose, mais disons qu'à la fin de la journée... Juste faire ça, tu sais, puis ils disent souvent, hein, moi, je me suis couché à 11h hier soir, puis un matin, je me suis levé à 4h, puis ça me tentait pas d'aller courir, mais j'ai dit, faut que j'y aille. Puis juste le fait, ça change complètement comment tu te sens après ça. Tout d'un coup, ta journée va bien. Tu sais, elle commence mal, ça ne tente pas de te lever, d'un coup, elle va bien. Puis tu sais que tu as accompli plus d'affaires. Quand tu sors de chez vous, là, moi, j'ai fait tout ça en sortant de chez nous. Des fois, il est 8h, je suis comme, j'ai déjà tout fait ça, moi. Puis une question pour toi, là, malgré toutes ces... des fois, t'as pas envie d'y aller, etc. Est-ce que ce matin, par exemple, est-ce que t'as regretté d'y être allé? Je ne regrette jamais d'y aller. Tu peux jamais regretter. Est-ce que t'as déjà regretté d'être allé courir, même si tu te sentais mal, même si tu étais fatigué, même si les conditions étaient mauvaises? Bord, puis c'est ça. Parce que c'est ça, là, moi, c'est souvent ce que les gens me disent, mais où est-ce que tu trouves la motivation? C'est comme, je suis pas toujours motivé à y aller quand il fait mauvais, mais est-ce que j'ai déjà regretté d'être allé courir? Je me souviens pas d'une seule fois en arrivant, puis d'arriver au travail ou arriver à la maison, c'est comme, j'aurais jamais dû y aller, c'est comme, finalement, c'était pas si mal. Non, c'est ça. C'était pas agréable, mais c'était pas si pénible que ça. Puis si tu regardes Johan avant, puis après tes années de course, en tant que personne, justement, on parle de ça. Tu sais, genre de, quand ça te tente pas, tu le fais pareil. Puis c'est souvent ce que je parle à mes enfants aussi. Tu fais pas tout le temps ce que ça te tente de faire. Je dis souvent, papa, il court pas parce que nécessairement, il aime ça à tous les jours courir. C'est parce que ce que ça lui apprend sur lui, puis ce que ça lui apporte. Puis moi, la course, c'est ce que ça a fait pour moi. C'est pas tant, tu sais, je dis, un matin, je vais courir, puis ça me tente. Non, c'est comme un matin, je vais courir parce que je sais que c'est bon d'aller courir un matin. Tu t'es déjà dit que t'allais pas faire de ultra aussi, toi aussi. Parce que moi, ça m'a appris, ce que j'ai vu en pratique, là, c'est en courant, j'ai littéralement multiplié par 100 les distances que je suis capable de couvrir. C'est-à-dire, la première course de 2 km et quelques jusqu'à 250 km. Donc, tout ça en courant pour de vrai, à peu près 10 km à la fois. Donc, des petits 10 km. Puis les gens disent, tu cours beaucoup. Comme, oui, ok, mais si tu regardes dans la semaine, mes trajets, je cours à peu près, donc je m'entraîne, puis c'est tout ce que je fais rien d'autre, 8 à 10 heures par semaine. Donc, disons 8 heures. C'est à peu près le temps que ça me prend pour faire les allers-retours. Donc 8 heures sur 168 heures dans une semaine. Donc, les 160 heures qui restent, soit je dors, soit je suis assis, je travaille, je mange, etc. Je m'entraîne 8 heures par semaine. C'est tout. Et avec ça, j'ai été capable de passer de 2,5 km à 250. Mais c'est la routine puis la répétition. C'est la constance qui fait la différence. Puis surtout, c'est y aller, même quand ça te tente pas, le faire, même quand t'as pas envie d'y aller, ça t'en apprend beaucoup sur toi. Donc là, j'ai appris plein de choses sur moi que j'aurais jamais appris si je m'étais pas forcé à y aller quand les conditions étaient mauvaises, quand j'étais fatigué, quand j'avais mal partout, mais parce que j'avais pas le choix, fallait que j'y aille, fallait que j'aille au travail. C'est ça. Puis indirectement, je me suis rendu compte que c'est exactement le même schéma qui s'est répété pour le livre. C'est-à-dire, moi, je pensais jamais écrire un livre, mais bon, à force de prendre des photos, à force d'écrire dans un blog, puis de rajouter un texte, puis un autre texte, puis une autre photo, puis etc. Au bout de plusieurs années, j'ai eu assez de matériel pour, finalement, je pourrais peut-être rassembler tout ça, puis faire un livre, puis j'ai assez de photos pour les mettre dans le livre. Puis tout ça, ça s'est accumulé sur plus de 5, 6, 7 ans. Donc graduellement, puis ça a donné finalement un livre. C'est comme j'avais pas pensé, mais à force d'accumuler. Mais si je me dis maintenant, si quelqu'un se dit j'aimerais écrire un livre, mais qui a encore rien fait, comme la tâche va être énorme. Parce que là, tu pars de zéro, t'as rien écrit, t'as pas de photos, t'as pas d'idées, t'as rien fait. C'est comme je veux écrire un livre, par où je commence? Comme commence par prendre une photo, commence par écrire un texte. Puis écris-en un autre, puis écris-en un autre message que ça va te prendre probablement des années. Mais commence tout de suite, parce que de toute façon, ça va te prendre des années. Donc là, ce que j'ai vu, c'est que chaque petit truc que tu fais, que tu ajoutes, te permet quand même, à un moment donné, d'atteindre des objectifs. Au début, ils sont pas accessibles parce que tu viens tout juste de commencer. Mais tu vas évoluer, tes capacités vont évoluer, puis tout ce que tu as fait va te servir pour aller de plus en plus loin. Donc quand j'ai commencé à courir 2,5 km, évidemment, j'étais pas capable de courir 250.
Mais graduellement, à force d'accumuler, je me suis rendu jusque-là. Mais à ma grande surprise, d'où est-ce que ça sort? Puis ça a pris 10 ans, donc c'est long, puis en même temps, c'est pas si mal, là, se transformer complètement en 10 ans. Donc, c'est intéressant. Johan, ça nous amène vers les questions de la fin. Oui. On a 3 questions. Je ne sais pas si tu as déjà écouté nos podcasts. C'est pas grave si tu ne les as pas écoutés. Donc, la première question que j'ai pour toi, c'est quoi pour toi être une machine? Ça, je pense que j'avais fait un texte en plus là-dessus dans mon livre. C'est vrai? Puis, ouais. Puis, j'aime pas le terme. Hey, c'est drôle, Mathieu Blanchard l'aimait pas. Toi, tu l'aimes pas. Ouais. J'aime pas le terme parce que... J'aime pas tant que ça, moi non plus. Ouais, c'est juste que c'était... Le monde, il dit ça. Ah, t'es une machine. C'est ça, on le dit toujours, puis c'est comme, oui, mais c'est... Mais c'est quoi? Au-delà de ça. C'est ce que les gens voient, ils voient juste le résultat final, pas final, mais actuellement, là, tu cours beaucoup, tu fais des ultras, etc. C'est comme, ouais, mais ça sort pas de nulle part. C'est comme tous les ultramarathoniens que je connais, ou tous les gens que vous impressionnent qui font quelque chose, probablement qui font ça depuis 10 ou 15 ans. Puis ils se préparent pour ça, puis là tu vois comme leur état actuel, mais c'est le résultat d'une longue progression, puis c'est pas facile, c'est toujours pas facile, et puis moi je souffre encore quand je fais mes 10 km, donc ça dépend à quelle intensité tu le fais, à quelle vitesse tu le fais, dans quelles conditions tu le fais, ça devient pas plus facile, mais tu connais tes limites. Il y a pas une course qui est facile, anyways. Non. Tu connais juste tes limites, puis tu veux pousser plus loin dans tes limites, mais ça fera toujours aussi mal. Donc une machine, elle a pas mal. Mais donc là, tout ce qu'il voit, c'est comme, oui, c'est sûr que si je veux courir mon petit 2,5 km que je faisais au début, donc le mois il y a 15 ans, si je veux courir ça, c'est comme par rapport à ce que j'étais il y a 15 ans, c'est rien. Ce que je faisais au début, mais c'est plus moi, puis j'ai évolué, puis ça s'est fait dans la douleur, puis dans les courbatures, puis les bobos, puis les jambes qui saignent quand tu tombes, puis etc. Donc machine, c'est comme je suis désolé, une machine, elle évolue pas, elle progresse pas. Donc, puis nous, on s'abîme, puis on se répare, puis on devient meilleur. Donc, machine, c'est comme, je suis pas une machine, j'ai mal. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais trop aimé le terme, mais je comprends pourquoi les gens l'utilisent, parce que c'est sûr qu'on fait ça de manière comme systématique, puis, mais c'est pas toujours plaisant. On est des hybrides, un peu de tout. Ouais. Si tu avais un livre à recommander au plus grand nombre de personnes possible pour les inspirer ou pour leur apprendre quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Le seul livre auquel j'ai pensé qui a rien à voir avec la course, puis ça n'a même pas vraiment à voir avec le sujet, c'est 1984. C'est un livre que je lis tous les 2-3 ans. Donc, je sais pas, ce livre-là, au niveau de... toujours extrêmement pertinent, même s'il est sorti en 1948. Là. Donc, sur toute la communication, puis même à l'ère des réseaux sociaux, on est en plein dedans, les coureurs sont en plein dedans, les réseaux sociaux. Donc, toute la communication, la surveillance, etc. Puis finalement, ce qu'on vit en ce moment, c'est une version étrange de 1984. Ouais. Donc, où plutôt que d'installer une télé et une caméra chez les gens ont juste décidé de l'acheter puis de se filmer eux-mêmes, puis de tout poster pour que tout soit public. C'est comme totalement aberrant. Mais on est donc tout ce qui est là-dedans, puis la transformation du langage aussi, donc qui est décrite là-dedans, je trouve ça fascinant. Donc puis au niveau politique, donc ça, il y a pas tant de parallèles à faire avec la course, mais c'est ce livre-là, c'est comme je sais pas, je le relis sans arrêt. Puis, ouais. T'en prends une note intéressante. Très intéressant. Si tu avais une chanson sur la trame sonore de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Ça aussi, j'y ai pensé pendant un petit moment. Puis il y en a juste une qui me vient en tête. C'est 1990 de Jean Leloup. Non. C'est Rage Against the Machine, Killing in the Name. Ah ouais, hein? Principalement pour la fin, parce que ça devient assez vulgaire évidemment, là, mais je sais pas si vous connaissez la mission de télé-réalité X Factor, qui est donc là c'est un concours de chansons, et puis depuis plusieurs années au Royaume-Uni, c'était souvent la chanson de X Factor qui finissait premier des ventes pour la période de Noël. Puis il y en a que ça énervait, je pense qu'il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années, puis il s'est dit il faut absolument contrer ce phénomène de télé-réalité avec des chansons plates qui finissent première au palmarès à Noël, puis ils avaient fait une campagne pour que ce soit la chanson de Rage Against the Machine, Killing in the Name, qui finisse première. Et ça a marché. Et donc, BBC les a invités à la radio pour chanter la chanson qui finissait numéro 1. Sauf que c'est une chanson où à la fin, ils disent « Fuck you, I won't do what you tell me », qui est pas exactement grand public. Donc BBC, j'imagine qu'ils savaient un petit peu où ça s'en allait. Ils avaient dit « On est une radio grand public, vous pouvez pas dire ça à la fin ». Et donc, Rage Against the Machine avait dit « Pas de problème, comptez sur nous, on dira pas « Fuck you, I won't do what you tell me » à la fin de notre chanson. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé?
Ils chantent toutes leurs chansons, et puis à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ben, fuck you, I won't do what you tell me. Parce que c'est comme, qu'est-ce que tu crois? C'est le thème même de la chanson, puis tu leur demandes de pas le dire, alors que c'est exactement ce qu'il veut pas faire. Donc, ça m'amuse beaucoup cette anecdote-là. J'aime beaucoup la chanson, et puis ça décrit un petit peu, l'ultramarathon ou mes entraînements, etc. C'est comme le pont est fermé, c'est comme, comme il y a des barrières, comme je vais prendre le pont, même s'il y a des barrières, je vais passer sur le fleuve, même s'il y a des barrières, puis je vais courir l'hiver, même si les gens trouvent ça bizarre. Les gens me donnent plein de conseils, ou non, c'est comme pas habillé, c'est comme, je vais le faire pareil, parce que ça, j'ai envie d'essayer, puis voir ce que ça donne. Donc ça résume bien à la fin, mon attitude, là, mais... Ouais, c'est le propre, moi je pense que c'est mon approche, c'est le propre des ultramarathons, faut que tu brises les règles, parce que sinon c'est pas le fun. Non, ouais, parce que c'est de l'expérimentation, puis il y a personne qui peut la faire à ta place, puis si tu veux découvrir tes limites, faut que tu te lances, puis si tu te plantes, c'est pas grave. J'ai abandonné assez de courses pour voir que ça fait pas grand-chose. C'est pas mal plus intéressant d'en abandonner une, au moins t'as quelque chose à apprendre. Quand elle se termine, puis que tout va bien, c'est comme, qu'est-ce que t'as appris? Je sais pas, tout s'est bien passé. Comme, je sais pas. Donc, c'est pas mal ça. Ouais, merci beaucoup d'être venu. Merci, c'était super intéressant. Ça fait plaisir. Intéressant. Puis les gens peuvent te suivre à quel endroit? Instagram? Principalement Instagram, c'est là où je poste mes photos, mais après elles partent automatiquement sur Facebook et Twitter. Mais sur Instagram, mon compte, c'est là où je poste quasiment tout en ce moment. Ouais. Cool. Mais merci d'inspirer le monde, puis c'est fascinant ce que tu fais. Continue à suivre et regarder tes photos. Oui, merci. Merci, Juan. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.